Place à la chronique du soir après donc le dîner formatif servi par Brunel Mérinade aussi. Agapit Napoléon Maforican, notre consultant politique, est déjà à nos côtés. Bonsoir. Jérôme, bonsoir à tous les téléspectateurs. Voilà, aujourd'hui, nous pourrons le dire, nous pensons à cette loi fondamentale du Bénin, la loi fondamentale du 11 décembre 1990. Cette loi fondamentale a 29 ans. Quels sont en réalité vous qui lisez, suivez l'histoire de notre pays, dites-nous, quels sont les tenants et aboutissants de cette constitution? Ah oui, voilà une question qui va nous renvoyer une année plus tôt, hein, une année précédente, celle donc de la promulgation de cette loi 90-034-032, voilà, du 11 décembre 1990 portant constitution de la République du Bénin. Ça nous renvoie donc une année plus tôt, c'est-à-dire le 11 décembre 1989. Nous en parlions la dernière fois, vous en parliez tout à l'heure avec Théodule Moussa. Effectivement, il faut remonter au 11 décembre 1989 pour pouvoir comprendre l'avènement de cette constitution, en droit de tous les événements qui ont succédé et qui ont concouru à la mise en place, l'avènement de cette constitution. Tout à l'heure, on a écouté les étudiants qui parlent que la constitution a établi la démocratie au Bénin, c'est sûr. Mais ce qui a établi la démocratie au Bénin, c'est plutôt les luttes. C'est peut-être l'érosion du système PAPB, instauré finalement en 1974-1975, issu du gouvernement militaire révolutionnaire de 72. Donc l'érosion du système du PAPB, menée de l'intérieur par plusieurs crises sociales, avec d'abord les crises de leadership, oui, des crises au niveau des garnisons, la banqueroute totale, la conjoncture économique internationale, la signature en vue, donc l'ouverture, l'impératif que le régime avait de s'ouvrir au libéralisme, avec comme corollaire donc le gel des recrutements systématiques, le dégraissement de la fonction publique. Tout ça, c'était trop pour un État et pour un système qui n'était pas si ancré que ça, qui se nourrissait beaucoup plus d'idéologie, mais beaucoup que de slogans, que d'une réelle assise interne. Je dis interne parce que vu de dehors, ça paraissait solide. De l'intérieur, c'était autour de Mathieu Kérékou, c'était un cercle, c'était un conglomérat afin d'équilibre que lui-même a su entretenir entre ligueurs, judistes, ceux de la Jude, ligueurs qui avaient gagné en 1974 et imposé le marxisme-léninisme, les jeunes intellectuels de gauche qui ont pris le relais après, et avec qui ont pu faire entrer dans le système et qui concurrençaient ces ligueurs, ces gens, enfin, ces élites de 72-74 qui avaient imposé leur vision. Ne voit pas bien venir d'autres qui venaient de l'université, des grandes écoles et internet. Bref, il y avait tout ça qui couvait. Et ensuite, la crise aidant, le recours au FMI, tout ça a donné une salade totalement pas agréable, qui a éclaté. Quelques signes en 86, en 85, et carrément l'explosion c'est en janvier 89, et une année carrément de manifestations, d'intimidation parfois, de menaces, d'audace, de témérité, d'autres, vraiment de beaucoup d'événements qui nous ont conduit aux décisions des 6 et 7 décembre dont nous avions parlé. Exactement. Donc les 6 et 7 décembre, fatigué, avachi, totalement essoré, le président Kérékou a lâché de l'Est. Avec tout le système, lâché de l'intérieur, oui, comme je disais, par les appareils qui ne se maîtrisaient plus du tout. Les gens y étaient, ils n'y étaient plus. Il y avait quelques publications d'Ali Oudou qui passait comme un classique du système, qui a quand même, un ministre de l'Intérieur, et le ministre de l'Information et de la Communication, a pu faire publier un certain nombre de choses. Et, mais quelle audace
de lui, un des idéologues, même s'il n'était pas membre du bureau politique, je ne pense pas, il était membre du comité central, mais vu de dehors, je vous dis, vu de dehors, c'était des jeunes, c'était des gens de l'OGA, de l'organisation de la jeunesse révolutionnaire du Bénin, qui avaient pignon sur eux, qui avaient un certain nombre d'audiences au sein de la jeunesse. Alors donc, les voir essayer d'attaquer ce système de l'intérieur posait quand même un certain nombre de problèmes. Je vous ai parlé de René Avancé de Robert Doussou, et l'Église catholique, donc, repentez-vous, le Bénin sera sauvé, cette lettre pastorale de décembre 89, tout ça est venu. Donc, le 11 décembre, le Parti communiste du Dahomey, le PCB, PCD, a organisé une manifestation gigantesque. Et on a d'ailleurs dénommé cette journée-là la journée de liberté. Enfin, je ne sais pas si c'est celle de liberté ou c'est la journée de la chute du système ou c'est la journée de prise de conscience. Ce qui est sûr, c'est que cette journée a marqué la fin réelle. Si le 6 et 7 décembre, le régime du PAPB a lui-même décrété sa fin, à travers la réunion conjointe de la plus haute instance. Des plus hautes instances. Donc le bureau politique du parti, le comité permanent de l'Assemblée nationale révolutionnaire et le gouvernement, le conseil exécutif national. Si le 6 et 7 décembre ça a été décidé, alors là, le 11 décembre, ça a été mis en application. Le régime a été totalement enterré. C'est-à-dire que Cotonou était noir du monde, Porto Nouveau en a eu l'esquin, donc quelques relais dans tout voilà. Et donc le président Kérékou qui, je pense que finalement il a décidé de prendre son destin en main, parce que voilà, c'était lui le chef, président du comité central du Parti de la Révolution populaire du Bénin, président du bureau politique, le chef de l'État, président du conseil exécutif national, bref, il était président de tout. Mais apparemment il ne comprenait pas toujours, il était au cœur de quelque chose qui semblait lui échapper, mais quand il regarde, il y avait personne qu'il tenait. Donc il lui fallait prendre le pot. Donc, avec le journal du RFI, je m'appelle Boisbouvier, il est encore là, le confrère, à l'époque, descend dans les rues, comme l'a dit Théodule d'ailleurs, je n'ai pas la peine de revenir. Donc, Théodule l'avait assez bien relaté tout à l'heure. Théodule ça, donc, effectivement, il est parti à la place Lénine, puis après il a remonté jusqu'à l'église Saint-Michel. Il était accompagné par une foule qui est cours d'émission, qui est cours et l'autre. Donc, en fait, c'est cris. Et bon, il a tenté une interview à RFI. Il disait, regardez ce qui manifeste. Ce ne sont pas eux les travailleurs. Parce que le journaliste lui dit, quand même, regardez, vraiment, mais votre régime est à bout. Alors, à quand on voulait aller solder, vous voulez payer les gens? Regardez, moi, ici, c'est des journalistes. Et c'est ce qui manifeste là. Et c'est eux les travailleurs. C'est des badauds, c'est des badauds. Je pense que c'était quand il a sorti ces propos. C'est vrai, mais ça montait une certaine nervosité. Effectivement, c'était la rue. La rue, elle est incontrôlable, elle est incontrôlée. On ne peut pas savoir. Il peut y avoir des travailleurs, mais il peut y avoir également... Non, il y avait assez de badauds, effectivement. Il y avait suffisamment de monde. Mais il y avait vraiment il y avait, il ne faut pas banaliser, il y avait les étudiants, il y avait les gens qui se retrouvaient dans des comités d'action. Alors il faut saluer à ce moment-là. Je pense que cette action a été menée de maître par le PAPB, par le PCB, le Parti communiste de l'Armée du Bénin, qui avait, quand même, c'était sa journée de revanche. Alors donc c'était vraiment parce que ce parti a été totalement, disons, traqué, déraillé. Je vous ai parlé de la dernière fois, de prétendu membre du parti. Donc il y avait tout ça là. Et ce 11 décembre, je pense que ce parti a pris une belle revanche sur le système à travers cette manifestation, en tout cas qu'elle a réussi, qui a fait sortir Kérékou, qui a fait toucher du doigt au président Kérékou de l'ampleur même de la crise. Il a tenté, Romuald parlait tout à l'heure de ce qui s'est passé devant l'église Saint-Michel. Seul lui, j'ai eu la chance d'écouter le ministre d'État Ochor sur cette question et d'autres parents du système à l'époque. Je pense que beaucoup ont leur interprétation sur... Mais ce qui s'est passé devant l'église Saint-Michel, ce jour, très peu pourrait... Théodule a tenté. Oui, c'est vrai, il y avait cette idée de Marie qui aurait coulé d'alarme, mais il y avait aussi, est-ce qu'il va aller se confesser? Quelqu'un est revenu sur cette notion de se confesser, c'est devant Monseigneur de Souza, le mercredi 21 février, quelques mois après. Donc, en fait,
beaucoup de choses lui ont traversé la tête, un peu du genre Jésus, me voici, c'est moi vous voulez, voici l'homme. C'était un peu, il se disait bon voilà, ok, c'est à cause de moi, alors donc je me présente à eux. Il était donc prêt à se sacrifier pour son peuple. Donc on dirait qu'il était prêt aussi à mourir pour son pouvoir. Alors donc, ça dépend. Je pense que 30 ans après, chacun peut avoir sa lecture. Je déplore simplement qu'il n'y avait pas eu beaucoup d'écrits, beaucoup de témoignages des gens de l'époque. Je pense qu'ils ne veulent pas trop parler. C'est quand même dommage. Comme je dis, comment se fait-il qu'en 2019, on se rend compte d'un vieil qui meurt, une bibliothèque qui brûle, mais c'est quand même dommage. Non, ça ne doit pas être de bibliothèque. Donc, on doit aller au-delà. Ceux qui ont vécu cette période doivent pouvoir nous dire les pans que nous devons mettre l'un après l'autre pour pouvoir peut-être le conjuguer. C'est un moment important de l'histoire de notre pays. C'est un moment central, c'est un moment sensible. C'est-à-dire que c'est l'inversion, vous savez, dans la vie des fusées, il y a les grands moments. Il y a le moment où ça s'ébranle, il y a le moment où ça se libère. Et donc, il y a le moment après où, donc, au retour, il faut que la poussée s'inverse pour que ça puisse être recentré pour ça a marqué tout de même ça a marqué le PCB, puisque le PCB a écrit justement sur ce 30e anniversaire. Je vous ai dit non, le PCB n'a pas écrit que sur le 30e, mais le PCB a toujours fêté ce moment-là, ce jour-là, comme son jour de gloire. Et je pense que ça n'était oui, effectivement, quoique on peut avoir plusieurs lectures, on peut dire que c'est le jour qui a monté tout son art, son courage, on peut le dire, on peut dire beaucoup de choses. Vous savez, ça dépend de par où vous vous situez, de là où vous étiez. Comme je vous l'ai dit, il y a 10 ans, dans une autre vie, j'ai écouté un certain nombre de personnalités éminentes du système à l'époque. Bon, voilà, donc, recueillir quelques témoignages, vous voyez. Oui, il y avait de la nervosité à l'interne et le pouvoir était vraiment à terre. Alors, on peut dire que Kérékou a réussi quand même à le garder. C'était pas si évident, un coup d'État passé au niveau de l'armée, c'était pas les vérités qui manquaient. Il y avait plusieurs tentatives de coup d'État. Il y avait des complots, il y avait des tons. Je pense que, oui, le PCB a raison, le peuple a raison. C'était un jour, on peut dire oui, c'était un jour de libération, dans l'interne du système PPRPB. Alors donc, le 11 décembre 89 nous a conduit vers le 11 décembre 90. Et ça, je pense que Mathieu Kérékou n'a pas choisi ce 11 décembre au hasard. Parce que justement, l'adoption, le référendum, le 2 décembre, on pouvait promulguer la Constitution bien avant, mais il a choisi... Oui, parce que le 4 décembre, les résultats du référendum ont été rendus publics, et puis par le ministère de l'Intérieur. Puis, je pense que le 5-6 décembre, il était question des recours, il n'y en avait pratiquement pas. Bref, oui, il aurait pu promulguer ça le soir du 6, le 7, le 8, le 9, le 10. Il a choisi le 11. Voilà. Donc, le 11, ça fait un an, jour pour jour, après les événements donc, qui ont failli où les gens ont failli le lapider. Je pense que la plus grande manifestation populaire à Cotonou, de revendication depuis l'arrivée, et donc depuis l'indépendance d'ailleurs, je pense. Donc, oui, alors, donc en promulguant cette constitution, le 11 décembre, donc, il a essayé d'ancrer cette date dans notre tête, parce que tout le monde sait que la Constitution, elle est du 11 décembre 90. Je pense qu'en remontant un an plus tôt, on voit qu'il y avait ces manifestations qui aujourd'hui ont 30 ans et qui restent encore comme l'un des moments de défiance du système. Ça me rappelle un peu des manifestations à Cotonou, sous Yahi, le 4 mai. Le 2 mai, les deux, surtout le 4 mai, par rapport à Zanaï, l'affaire Zanaï. Exactement. Je pense qu'on a frôlé presque. Donc c'est un peu ça. C'était un monde fou, par ailleurs. Donc voilà ce qu'on peut dire des tenants et aboutissants. La constitution de 11, vous avez demandé les tenants et les aboutissants. Il y a ça. Et puis il y a eu la conférence nationale. Il y a eu la fin de la conférence nationale. Il y a eu un haut conseil de la République qui a été mis en place, qui était un peu comme le Parlement de transition et la Cour constitutionnelle de transition, qui était composé des membres du Présidium, des présidents et rapporteurs des commissions, des 3 commissions qui avaient été mises en place, et de quelques personnalités, anciens chefs d'État. Bon, bref, donc voilà un peu le SCR, et puis voilà. Et ils ont mis en place une commission constitutionnelle. Qui a travaillé sous l'égide du professeur Maurice Aranzo Glélé et qui a sorti l'avant-projet de la Constitution. L'avant-projet a été rendu public. On a recueilli
les avis, ils ont parlé de la popularisation de l'avant-projet. Bon, voilà, donc... Il y a bien des questions que je voudrais bien vous poser, mais bon, on reviendra certainement dans le plateau spécial. Mais en termes d'acquis pour vous, 29 ans après. Donc, écoutez, quand vous avez votre plateau, je pense qu'il faut laisser les autres amis, les autres sachants, disons, opiner, donner. Je pense que le meilleur acquis, c'est déjà la conférence nationale elle-même, qui a permis d'abord d'enterrer le régime du PPB, mais de ne pas enterrer nos atermoiements. Parce que beaucoup avaient pensé qu'il suffit que le PPB disparaisse pour que tout le Bénin soit, que tout redevienne rose. Non. Avant le PPB, on avait nos tares. Après le PPB, les tares sont revenus. Et comme moi je le dis toujours, les élections du 24 mars ou du 25 mars à Parakou, le second tour de la présidentielle de 91, nous ont montré que c'était fragile la paix. Il a fallu, au premier tour, il a fallu, en 91, une loi d'amnistie pour que Kérékou reconnaisse sa défaite. Il ne faut pas l'oublier. Et en 96, il a fallu que après, Soglo a tenté d'empêcher la proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle. Les résultats qui ne lui étaient pas favorables. Il ne faut pas l'oublier non plus. Donc, est-ce que c'est la Constitution? Non. Les acquis de la Constitution, c'est plutôt, à mon avis, les pouvoirs qu'il a institués. La séparation des pouvoirs. Les pouvoirs qu'il a institués. Et le professeur Hulot, qui écrivait dans la revue, juridique de revue des sciences juridiques et administratives de l'époque, de décembre 89, j'ai lu un de ses textes où il parlait de la Constitution pour le Bénin, et il disait justement que la Constitution, la vraie Constitution, ce n'est pas celle qui proclame, qui installe un homme particulièrement fort, mais c'est celle qui installe des pouvoirs qui contrôlent globalement le pouvoir. Je pense que notre Constitution de 11 décembre 90, il y a beaucoup de choses à corriger, et d'ailleurs la révision opportunément qui a eu lieu, dont on aura l'occasion de dérouler, mais la Constitution a eu le mérite de mettre chacun à sa place. Et c'est parce qu'il a mis chacun à sa place que le système tourne encore. 30 ans, c'est beaucoup quand même, il faut le saluer. Il faut saluer les membres de cette commission. Le professeur Anzo Glelec, je pense qu'il est entré dans l'histoire. On ne peut pas parler de cette constitution sans parler de lui. Pour Dolo, Robert Dossou, Maître Machifa, tous ces gens, toutes ces personnalités de l'époque qui ont travaillé dans cette commission constitutionnelle. Ils étaient une dizaine ou 11 peut-être. Donc, il faut peut-être qu'ils aient l'occasion, Robert Dossou, j'espère qu'il aura l'occasion de nous rafraîchir la main. Ou même le projet Théodore Lo, il s'est donné un temps de silence politique, enfin, lié aux affaires. Alors, s'il y a l'occasion qu'on peut les réécouter, ce serait intéressant d'avoir des derniers témoignages, des derniers survivants encore de ce système, je ne sais pas qu'ils sont là encore là pour quelques décennies, encore. Mais, il faut parler un peu d'aujourd'hui que cette constitution a été révisée. Il faut qu'on ouvre le voile sur certaines choses. Par exemple, la limitation d'âge. Tout à fait. Par exemple, c'est des questions qui fâchent. C'est des questions oui, mais qui ont fâché. Le pouvoir exceptionnel du chef de l'État. Je me rappelle, le PCD a dénoncé le coup d'État. Le PRD n'était pas d'accord que le chef de l'État puisse prendre des mesures exceptionnelles. Et quand ce gouvernement a pris la première fois en 1994, ces mesures exceptionnelles étaient dénoncées par le PRD. Donc, c'est vous dire que cette constitution a nourri beaucoup d'écrits, en termes d'expérience, on en a fait. Est-ce que c'est la meilleure d'Afrique? Certainement pas. Mais ça a duré, ça a résisté au temps. Et la Cour constitutionnelle l'a renforcée en érigeant autour des dispositions habituellement qui ont consacré sa révision, enfin, des dispositions habituelles de sa révision. La Cour constitutionnelle, au gré du temps, au fil du temps, en 2006, en 2011, en 2013. On parle des options fondamentales. Alors on parle d'abord de consensus, ça valait constitutionnel. Ensuite, on a parlé des options fondamentales. Ces deux décisions de 2006 et de 2011 ont donné encore de l'assise à notre constitution. Mais après, il faut bien que un jour, on retouche, on la touche, parce qu'il y avait des choses évidentes. J'ai vu parler de la Cour des comptes, quand même. Quels que soient les ajustements de la Cour constitutionnelle, elle ne peut pas créer la Cour des comptes à la place de la Constitution. Donc, il fallait bien. Et je pense que les aménagements apportés à cette Constitution, contrairement à ce que certains pensent, lui donnent encore, c'est un coup de jeunesse,
hein, c'est un coup, donc un coup de jouvence. Donc ça lui donne encore du temps, hein, et de l'énergie pour réguler notre vie, pour agir, pour actionner les institutions et rendre notre système démocratique encore beaucoup plus cohérent. Moi, je pense que c'est une belle fête pour la Constitution. Elle a eu ses limites, on a eu des moments de grande crise. La Cour constitutionnelle, la meilleure trouvaille pour moi de cette Constitution, la Cour constitutionnelle a joué sa partition. On n'a pas tous été d'accord avec cette décision. Il y en a plein qui laissent à désirer, où on peut dire et redire. Elle est revenue sur plusieurs de cette décision. On peut dire et redire. Mais si elle faisait tout, que feraient les juristes? Que feraient les doctrinaires? Que feraient les hommes de science? Je pense que en prenant des décisions parfois polémiques, ça donne aussi la main aux gens de nous écrire, comme la société n'est pas monolithique et nous combattons le monolithisme. Donc, ça permet à la Cour d'ouvrir le débat. Et donc, je pense que l'un dans l'autre, ça a été 30 belles années de la Constitution du 11 décembre 1990. Et je pense qu'il reste encore des centaines d'années encore à vivre cette Constitution.